la session de l'après-midi. Donc elle va être animée par le docteur Philippe Lenoir de Calia. L'idée est de continuer à échanger et si possible, lorsque vous aurez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser directement via l'application dès le début de l'intervention. Voilà, pour avoir le maximum de questions. Nous vous souhaitons une bonne après-midi. Merci Grégory pour l'invitation et pour me laisser l'occasion et le plaisir d'animer cette session de ICEPS pour cet après-midi. Donc voilà, merci de m'avoir présenté. Donc Philippe Lenoir, je suis médecin généraliste de formation, journaliste médical et effectivement j'interviens pour Calia, donc une start-up du monde du numérique qui s'implique dans le domaine des interventions non médicamenteuses, notamment en élaborant des outils pour les praticiens et les chercheurs. Donc voilà, alors on va continuer tout de suite sans plus attendre parce que le programme de l'après-midi est relativement dense, avec pas moins de 10 intervenants qui vont se succéder. Donc j'accueille tout de suite Delphine, qui est phytoaromatologue, conférencière, chroniqueuse, entrepreneuse et déterminée à intégrer la phytothérapie au système de soins conventionnel. Donc après une expérience du libéral et de l'associatif, elle décide de créer il y a 2 ans Simple Lab. C'est une plateforme numérique qui vise à rapprocher les différents acteurs de la santé, leurs patients, médecins, pharmaciens, praticiens et chercheurs pour délivrer en fait des programmes à la fois sur mesure et éco-conçus. Mais j'en dis pas plus et j'accueille tout de suite Delphine GMO-Péchim pour connaître sa vision du numérique au service du parcours de soins non médicamenteux. Donc Delphine, je vous laisse la parole. Tout d'abord, un grand merci à tout le monde, surtout aux organisateurs, pour avoir travaillé si dur pour que ça puisse se dérouler cette année. En 20 petites minutes, je vais essayer de parler d'une approche écosystémique en santé et de nos 2 axes de travail. Le premier, c'est comment viser les facteurs de bonne santé pour aider les patients à mieux vivre avec leur maladie et surtout les accompagner dans cette démarche. Et le second, c'est, je dirais, la place fondamentale des INM dans ce parcours de soins et le rôle que pourrait avoir notre proposition. Grâce à l'outil novateur, le PMP, donc le plan médicinal personnalisé qui pourrait être mis en place soit par le patient lui-même, soit par le pharmacien correspondant, nous avons choisi la phytothérapie comme modèle pour étudier la robustesse de ce concept, d'une part, parce qu'on la connaît bien et qu'il me semble qu'on utilise des plantes alimentaires et médicinales depuis toujours et que ça nous a amené jusque-là. On en a un certain recul et puis c'est quelque chose de culturel à bien des égards et d'assez répandu. Et surtout aussi parce qu'elle permet une personnalisation dans le parcours. Et d'un point de vue de la recherche, je dirais qu'on peut imaginer que ce concept nous permettrait d'évaluer d'autres INM, de partager, d'évaluer leurs combinaisons, de les comparer, pourquoi pas, dans certaines situations, ce qui pourrait être intéressant. Et autre possibilité connexe, la vigilance sur la qualité des plantes. La préservation de la pharmacopée et l'impact environnemental de la santé. Donc, je ne sais pas si je pourrais tout dire, mais si je suis la plus à même de le dire de la bonne manière, mais s'il y a des questions, n'hésitez pas à écrire à Camille, Emeline ou moi-même, on tâchera de vous répondre. S'il y a une question que j'ai souvent entendue et que je me suis moi-même souvent posée durant près de 20 ans de maladie, comment être en bonne santé? Pourquoi certains sont en bonne santé et d'autres pas? C'est vraiment cette question faussement naïve qui a été déterminante dans ma vie et qui m'a permis d'envisager des solutions en tant que patiente d'abord, puis en tant que praticienne et en tant qu'entrepreneur. Pour commencer, la santé, est-ce finalement qu'une affaire de risque? Je peux vous garantir que si on m'avait dit après chaque intervention chirurgicale ou tout le long de mon parcours de douloureuse chronique qu'il m'aurait suffi de faire ceci ou cela pour ne plus être malade et éviter mon sort, j'aurais pu
pu surréagir. Si j'avais pu éviter de tomber malade, croyez-moi, je l'aurais fait. Alors la prévention ne fait pas tout, ça implique quelque chose d'effort plutôt que se cantonner à comptabiliser les données chiffrées de combien succombent à quel type de stress ou d'affection, alors que le risque, finalement, c'est une composante à peu près normale de la vie. Est-ce qu'on ne pourrait pas tenter de faire émerger le pourquoi? Certains sont en bonne santé dans des situations considérées à risque. C'est évidemment un sujet, hein, ça, comment mieux faire la distinction entre la prévention, je dirais, et la promotion de la santé comme un facteur, vertueux. Alors cette question nécessite aussi, de mieux faire la distinction, enfin de redéfinir la maladie vécue par les malades eux-mêmes. C'est-à-dire admettre d'une part que leur vécu ne correspond toujours pas à la maladie vue par la plupart des médecins ou même, de la société et puis que cette conception, où on serait finalement que la somme d'organes fonctionnants ou dysfonctionnants, relève encore trop souvent d'une notion, institutionnelle, dogmatique, où il est question d'apprentissage difficile et de rapport de soumission. Alors ça m'amène au rôle du parcours de soins et des professionnels de la santé dans ce vécu. On imagine que le médecin, devrait pouvoir apprendre aux patients à se soigner ou donner aux citoyens les moyens de ne pas être malades. Or, on voit bien que c'est pas évident. D'une part, la formation médicale ne le prépare pas forcément à ce rôle et puis, le patient n'est a priori pas un élève docile. Peut-on même imaginer, sortir d'un modèle, qui peine à définir la santé comme la maladie, hein, sans verser dans une sorte de nouvelle conception, amédicale, dans une société hyper médicalisée? Et puis c'est dans ce contexte, difficile qu'interviennent souvent les INM et qu'elles sont plus ou moins admises, ce qui se comprend, hein, parfois, dans ce domaine, on voit aussi tout et son contraire. Alors il s'agit plus d'être pour ou contre les INM, hein, je crois que, il s'agit plutôt de se concentrer à la tâche difficile mais essentielle de mieux définir d'une part, ce que sont les INM et de faire évoluer la recherche. D'où, la nécessité de travailler davantage à cette définition où nous sommes encore une fois, très reconnaissants du travail des scientifiques dans ce sens et on peut saluer en particulier les ressources, permises par la plateforme CEPS, par exemple. Hem Car en effet, l'absence de cadre, avec un contexte réglementaire qui n'en finit plus de se contredire, n'aide pas le citoyen à savoir ce qui peut lui faire du bien, de ce qui peut lui nuire d'une part et puis on arrive à des situations, absurdes où le patient est souvent livré à lui-même et le risque, est que dans sa recherche de santé et de bien-être, il se retrouve un peu relégué aussi en marge du système de santé, plus ou moins violemment. On voit bien qu'on est, dans une sorte de crise de confiance mutuelle. D'un côté, le patient qui, plutôt qu'à son médecin généraliste, par exemple, à qui il ne demande plus souvent, qu'un réassort, une liste de courses ou des certificats médicaux. D'ailleurs, ils adorent, hein, les médecins qu'on leur demande des certificats médicaux. Je crois qu'ils ont autre chose de mieux à faire. Dans son errance, le patient insatisfait, il multiplie les consultations d'une part avec, tous les risques que ça comporte et puis, il consulte aussi des néopraticiens, dont le nombre de nouvelles disciplines ne cesse de s'agrandir et il fait une consommation, je dirais effrénée, de produits à vocation santé, sans filet, si je peux dire. Cette situation conduit aussi, naturellement les communautés médicales à un désarroi, total. Ils ne savent plus s'ils doivent se former de toute urgence et à quelle discipline d'ailleurs, ou tout réfuter en bloc, ou encore purement et simplement, ignorer, ce que font les patients avec les INM.
Alors, il y a un problème de rythme dans l'accompagnement des maladies chroniques et aussi d'étiquetage, si je puis dire. Alors, si on a bien conscience de l'essor des maladies chroniques, 30% de la population atteinte de maladies chroniques, c'est un chiffre établi, c'est-à-dire les personnes qui ont une étiquette, finalement, si je peux m'exprimer ainsi, et obtenu un statut, ce fameux sésame pour entrer dans un parcours qui lui permet d'être accompagné, combien sont sans étiquette? Quid de cette population non encore diagnostiquée? Quel accompagnement peut-elle espérer pour éviter l'errance diagnostique et thérapeutique? Je vais prendre l'exemple de l'endométriose, qui est une affection gynécologique galopante. Il y a encore jusqu'à 7 ans de retard de diagnostic, avec toute la misère d'un parcours erratique et les risques que cela comporte dans la proposition thérapeutique qui est faite aux patientes. Dans beaucoup d'autres situations médicales que j'ai pu rencontrer, il y a une forme de violence que je développerai pas beaucoup plus, mais qui fait sûrement écho chez certaines personnes qui m'écoutent. Alors, il y a aussi une autre question qui me semble importante, c'est qu'une fois ce statut posé, ou même, dès avant, dès qu'il va mal, est-ce que le patient est condamné à aller vers une surmédication? Un quart de la population consomme, des médicaments tous les jours, 3 personnes sur 10 en consomment plusieurs fois par jour. Alors pourquoi cette intervention thérapeutique, et pas une autre? Alors même qu'on connaît les conséquences, par exemple, on sait que jusqu'à 40% des patients sous corticoïdes vont développer un diabète. On parle de 1,3 million de jours d'hospitalisation. C'est 10 000 à 30 000 décès par an selon les sources liées aux effets collatéraux et la iatrogénie des médicaments. Par exemple, c'est 3 fois plus que les accidents de la route si on prend le plus petit chiffre. Cela reste quand même l'intervention thérapeutique la plus répandue au monde. Pas la peine de rappeler les chiffres de l'industrie du médicament, mais je vais vous donner un autre exemple pour le diabète qui m'interpelle. La surprescription chez le diabétique, il y a près de 3 000 ordonnances de diabétiques qui ont été observées et le nombre de médicaments peuvent aller jusqu'à 18 spécialités différentes, avec de nombreuses associations hautement déconseillées co-prescrit parfois chez près de 30% des patients. Alors, je fais exprès de mettre une slide un peu provoque, mais attention, il ne s'agit pas de remettre en question l'intérêt des médicaments, mais il s'agit de bien les utiliser. Et puis, je vais me répéter pourquoi cette intervention thérapeutique plutôt qu'une autre, alors même qu'il existe d'autres formes d'intervention qui seraient plus adaptées, plus efficientes, moins délétères, voire totalement vertueuses. Pour reprendre le diabète, on sait que l'activité physique est d'un intérêt majeur. Un récent rapport a d'ailleurs été commandité par le ministère des Sports dans ce sens. C'est près de 2000 études qui ont été compilées par une équipe de l'INSERM qui montrent les bienfaits de l'activité physique sur les maladies chroniques. Alors oui, à la condition qu'elle soit adaptée, d'une part, cette activité physique, et puis que le patient il soit seulement orienté vers cet INM. C'est un grand changement de paradigme. Alors, quelle solution permettrait de mieux accompagner, d'améliorer le parcours tout en évaluant les INM? Est-ce qu'on ne pourrait pas commencer par favoriser l'existant, renforcer l'existant? Les Français, par exemple, ont confiance en leurs pharmaciens. C'est un fait assez récent. Je plaisante. Les pharmaciens, à la pharmacie, peut se passer aussi des choses intéressantes, comme le bilan de médication. C'est une intervention proposée aux patients chroniques d'analyse de leur ordonnance par le pharmacien. C'est remboursé par la sécurité sociale. D'ailleurs, ça existe depuis quelque temps déjà. C'est un nouveau rôle du pharmacien. Alors bien sûr, ce n'est pas encore très facile à mettre en place, il y a bien quelques réticences, mais son efficacité est régulièrement démontrée, et puis ça éviterait pas mal de doublons pour commencer. Et finalement, les médecins ne sont pas aussi réfractaires que ça à ce que le pharmacien touche, entre guillemets, à leur ordonnance. On voit dans ce tableau-là à gauche qu'on a un taux d'acceptabilité qui va jusqu'à 88% des médecins qui acceptent que le pharmacien intervienne sur l'ordonnance sur des catégories de médicaments d'importance. On pourrait aussi donner des moyens aux
médecin de reconnaître tout simplement le besoin d'être accompagné des patients. Par exemple, la moitié des Français aimeraient que leur médecin leur conseille ou leur prescrive carrément des compléments alimentaires. C'est comme ça. Alors pourquoi ils demandent ça les patients? Finalement, c'est assez simple. Pour la phytothérapie, par exemple, qui est une INM que je connais bien, qui est établie et assez répandue. Il suffit de regarder les chiffres aussi des compléments alimentaires, hein, qui expliquent qu'il y a un engouement. Comment peut-on ignorer le fait que dans certains départements, c'est jusqu'à 80 de la population qui a recours à cette pratique, alors même que la majorité des médecins traitants méconnaissent les usages qui sont faits des plantes médicinales par leurs patients. Alors, c'est bien l'illustration qu'il y a un petit problème de relation entre patients et médecins traitants. Ce schéma montre un peu l'étendue de ces difficultés de communication et ce n'est que pour la phytothérapie. Alors, imaginez pour toutes les INM, cela soulève quelques questions en matière de sécurité des patients aussi. Une piste intéressante, alors je crois que j'ai des problèmes de compatibilité, je ne sais pas trop ce que vous voyez. Je crois qu'une piste intéressante à creuser, il me semble, c'est de mettre le patient au cœur de sa prise en charge. Le faire, c'est le rendre autonome et ainsi commencer à lever, je dirais, une partie des difficultés rencontrées. En gros, ce schéma montre que la personne malade, en bleu clair sur cette diapo, plus elle gagne en autonomie, plus le soignant, qui est en bleu un peu plus foncé, est dans la facilitation. Voilà, remettre le patient au cœur de sa prise en charge. C'est d'ailleurs ce que souhaitent les patients, qu'on les considère en changeant de perspective. D'ailleurs, on peut s'appuyer sur leur expérience et même leur expertise. Ils ont des réponses qui ne sont pas si idiotes que ça, après tout. Ce schéma est tiré de l'étude Compare en faveur de l'amélioration du fardeau des patients chroniques. Ça montre un peu qu'ils ont pensé à tout, ces patients, pour améliorer le système de santé et leur prise en charge. Reste à trouver évidemment les moyens de mettre tout ça en place. Je vous propose de découvrir à présent le PMP pour améliorer la prise en charge et l'évaluation des INM. Nous avons choisi de conjuguer la phytothérapie, donc grâce à la personnalisation qu'elle permet. En plus, on associait ça avec un concept des neurosciences et toutes les INM adaptées à une situation médicale donnée. Le PMP, c'est avant tout un outil participatif et interactif centré sur les besoins qui implique le patient dans son parcours. Ce tableau montre un petit peu les différents niveaux d'interaction autorisés par notre plateforme. C'est un outil qui permet également l'évaluation par les pairs et la réappropriation des connaissances et des informations croisées par niveau. Alors, on va utiliser un concept des neurosciences qui est très simple, la ludification ou gamification, qui crée une surprise positive en donnant le pouvoir aux utilisateurs. Alors, on ne fait pas un jeu, évidemment, mais on utilise les concepts du jeu pour améliorer l'expérience en santé, la littératie et l'implication du patient. C'est un outil ludique, donc, qui permet de définir des objectifs de santé tangibles, de mieux comprendre la représentation de sa santé, de s'auto-évaluer. On voit dans cette petite illustration qu'en plus de pouvoir estimer sa santé, évaluer sa qualité de vie, identifier les opportunités d'amélioration, c'est-à-dire connaître et savoir ce qui est bon pour lui et ce qu'il peut mettre en œuvre de façon concrète, notamment en matière de parcours et d'INM. Il permet également d'informer et d'impliquer de façon très étroite les professionnels de santé du parcours principal et partager également avec d'autres personnes dans la même situation que lui, ce qui est très important. Alors, le patient autonome peut bénéficier au mieux de l'expertise de chacun, tout en valorisant la relation de confiance qu'il a avec son pharmacien. Il peut décider de partager ses informations avec son pharmacien correspondant, son médecin traitant, les autoriser à interagir, plus éventuellement autoriser l'accès à ces infos aux scientifiques que ça intéresse.
Ce service peut être associé à un produit personnalisé et co-responsable qui repose sur une approche physiologique des effets des plantes médicinales autochtones, locales donc en France. Il s'agit d'une boîte nominative réutilisable, un peu sur le même système de la consigne, tout en étant conforme aux bonnes pratiques de préparation, ce qui est un enjeu aussi, qui contient des flacons unidoses qui peuvent être remplis par le préparateur avec un contenu élaboré selon ses propres besoins à un instant donné, avec un dosage très précis qui évite le gaspillage des ressources également. Et puis, s'il doit réutiliser des plantes pour sa santé, le patient peut au final ne payer que le contenu et non pas le contenant. En si peu de temps, je crois que j'ai fait le tour des grandes questions. Voici d'autres petites illustrations pour vous donner un aperçu plus précis du service rendu et des perspectives de cet outil novateur. Voilà, donc vu que j'ai encore quelques petites minutes, je voudrais en profiter pour parler des innovations induites par ce PMP, en particulier sur l'amélioration des procédés d'extraction des plantes locales et des procédés d'assemblage innovant d'un produit totalement personnalisé en proximité avec le patient et son écosystème, et tout ce que ça implique de positif sur l'impact territorial. Donc pour conclure, j'espère au nom de toute l'équipe de Simple Lab et des personnes qui ont contribué à celle-ci de près ou de loin que cette communication vous a plu. Comme vous l'avez compris, notre but est d'accompagner le patient, le citoyen dans son parcours et de l'encourager à être acteur de sa santé et à prendre des décisions de façon éclairée. Ça passe par le partenariat public-privé, permettre aux chercheurs d'être proches du patient, d'avoir accès à des données et ensuite assurer le transfert de connaissances fondées sur la science vers la société. Nous avons déjà initié des petites choses intéressantes. Nous attendons aussi des financements pour continuer à développer, mais nous sommes absolument ouverts à toute idée, bonne volonté qui nous permettrait de faire évoluer notre concept, et toute forme de collaboration sont les bienvenues pour aller encore plus loin dans cette démarche et favoriser une utilisation éclairée et l'intégration des INM dans la société qui en a plus que jamais besoin. Voilà, je vous remercie pour votre attention. À bientôt. Merci Delphine pour cette présentation très réussie. Merci. Alors moi, oui, donc il me vient une question, voire plusieurs questions. Alors vous avez parlé du concept de ludification. Est-ce qu'aujourd'hui on sait si ça fonctionne, on va dire sur le long terme? Je pense bien évidemment à la prise en charge du diabète de type 2, dont vous avez fait que vous avez pris pour exemple, pardon, dans votre présentation. Qu'est-ce qu'on sait à propos de la gamification ou de la ludification, on parle, je pense, de la même chose. Oui, alors je ne suis peut-être pas la plus à même pour en parler. On devait faire initialement cette participation à plusieurs. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on sait que les humains jouent et que c'est un très bon moyen pour permettre d'être acteur et autonome. On sait que, alors il ne s'agit pas de faire un jeu, on ne parle pas de serious gaming, on parle vraiment d'utiliser certains concepts du jeu pour permettre l'autonomisation et d'avoir une bonne littératie aussi, c'est-à-dire comment permettre à quelqu'un de comprendre de quoi il s'agit. Est-ce qu'on ne peut pas simplifier à outrance le besoin et les moyens, en fait. Une INM, c'est finalement un outil qu'il faut mettre en relation avec les compétences associées. Donc, en ça, la ludification est très intéressante. Alors, pour le diabète comme pour d'autres pathologie, dans même la conception même de sa propre santé quand on est atteint de maladies chroniques. Très bien, merci pour votre réponse. Alors moi, là tout de suite, il me vient encore une autre question. Alors j'ai l'impression, là, pour rester dans le domaine du diabète, qu'il y a plusieurs choses. Donc il y a les interventions dont on connaît en fait le niveau de preuve, la nutrition et l'activité physique. Là, j'ai en tête une étude anglaise sur une cohorte de patients diabétiques, au moins en surpoids, voire obèses, à qui on faisait perdre du poids. Et il me semble que ceux qui perdaient plus de 10 kg en 3 à 5 mois
avait quelque chose comme 86% de chances en fait, de se mettre en rémission du diabète. C'est ce qu'on appelle la diète pseudo-chirurgicale, avec un programme ensuite de maintenance de réduction du poids basé sur l'activité physique. Donc on sait que ça fonctionne bien, mais dans l'étude, il me semble que à peu près 26% des patients en fait, y étaient arrivés à la faveur en fait, d'appels téléphoniques d'infirmières impliquées dans le protocole de recherche. Donc après, il faut arriver à le transposer dans la vraie vie. Donc il y a ça. La motivation, hein, c'est vraiment, je crois, ce que vous évoquez. Pardon, j'ai un petit décalage dans Oui. dans le temps. Votre question, c'est comment faire pour les aider à parvenir à ces objectifs, quel que soit l'INM finalement, et est-ce que la Voilà, législation peut... Exactement, tout à fait. Il me semble qu'il faut arriver maintenant puisqu'on sait que ça fonctionne, mais maintenant le but, là, il s'agit en fait, de trouver des méthodes pour faire en sorte en fait, que les patients s'approprient en fait, la démarche. Hein. Oui, il y a la question de la motivation, évidemment. Si on commence à quelqu'un qui a toujours été sédentaire, qui n'a même pas conscience que l'activité physique, adaptée ou non d'ailleurs, peut avoir un intérêt pour sa santé, et qui a l'habitude de prendre un cabas entier de médicaments et d'avoir une alimentation qu'il considère d'ailleurs comme pas forcément délétère, comment lui proposer d'autres INM? Alors c'est pour ça que la communauté, elle est importante. C'est pour ça que ce concept de ludification est fondamental et qu'on peut, par le biais de certaines méthodes et moyens, et puis d'ailleurs les jeunes l'ont très bien compris, hein, ils collaborent en ligne aujourd'hui dans le domaine du jeu vidéo, on voit bien qu'il se passe des choses assez extraordinaires, et puis on peut avoir une représentation visuelle simplifiée de comment parvenir à quelque chose, qu'est-ce que je mets en place et qu'est-ce que ça m'apporte. Et comment aussi, alors il n'est pas question de parler de compétition, mais de coopération plutôt, et que ces outils peuvent apporter ces moyens d'améliorer la coopération, un peu d'entraide, partager avec qui de droit, comment sortir de ces blocages qui sont finalement des blocages conceptuels. Donc, je crois que c'est en ça qu'il faut changer un petit peu de point de vue et oser utiliser des choses simples pour aider les personnes chroniques qui ont une ou plusieurs pathologies chroniques, parce que plus on rentre en plus dans la complexité de profil de certaines personnes qui ont une comorbidité, ça devient absolument impossible, et puis on voit bien que ces petits outils peuvent faire beaucoup. Très bien. Si vous m'entendez. Oui, je vous entends très bien. La phytothérapie, comment vous la voyez en fait dans ces parcours de soins? Est-ce que c'est plus pour renforcer en fait l'alliance, on va dire thérapeutique avec éventuellement le pharmacien ou le médecin, ou est-ce qu'elle a un rôle propre à jouer ou les deux hein, Oui, je crois que c'est vraiment ça, ou les deux. Alors la plante en soi, elle a plusieurs casquettes. Elle peut à la fois être un complément alimentaire, presque un prétexte, ou avoir des effets thérapeutiques bien documentés. Et on a d'ailleurs des médicaments à base de plantes qui sont très bien. Là, il s'agit vraiment d'utiliser la plante dans son ensemble d'actions. Alors soit parce que c'est culturellement admis et c'est quelque chose qui fait du bien, ou alors c'est un prétexte, ou alors c'est vraiment quelque chose qui a des effets physiologiques ou métaboliques ou thérapeutiques. C'est un moyen que j'ai trouvé d'une part, moi, qui m'a été d'un grand recours, et c'est vraiment quelque chose on n'a pas conscience du pouvoir que ça peut avoir. Enfin, ça commence dans l'assiette aussi. Les plantes, on entend manger 5 fruits et légumes par jour, des choses un peu absurdes. Oui, la plante alimentaire ou médicinale, elle est d'importance. D'une part parce qu'elle permet de pouvoir se raccrocher à quelque chose de précis. On sait bien que tiens, la canneberge, ça va être utile pour la cystite. On entend des choses, on sait, et puis c'est ancré en nous. Et puis le pharmacien, il a aussi cette capacité de préparer quelque chose de personnalisé.
on peut vraiment avoir une combinaison extraordinaire pour aider des personnes qui ont des situations médicales ultra complexes. Donc finalement, c'est un des meilleurs moyens qu'on a trouvé pour valider un petit peu la robustesse de ce concept. Et puis ça permet de faire communiquer tout le monde. C'est admis, la plante. Alors il y a ceux qui sont un peu contre, mais pas trop finalement. Au pire, ça ne sert pas à grand-chose. Les plantes, ça ne sert à rien. Ou alors, les plantes, c'est dangereux. On entend pas mal de choses assez rigolotes. On peut dire, tiens, j'ai pris une tisane de ça ou un extrait de telle plante et puis ça va mieux. On peut le lacter. On peut en avoir conscience même si on n'a pas beaucoup de connaissances médicales. Et puis, le médecin peut le constater aussi. J'ai pu accompagner pas mal de personnes dans ce sens-là, où on mettait tout de suite le médecin dans la boucle. Et puis, cet accompagnement se faisait finalement de façon très lisse, très simple, peu de friction. Donc, autant en profiter. C'est pas dangereux les plantes si c'est bien utilisé. Et justement, c'est important de connaître quelles plantes sont utilisées par les personnes, parce que dans tous les cas, si on ne les accompagne pas, ils le font quand même, hein, avec la foison, le marché s'en est emparé, il y en a de partout, avec des niveaux de qualité différents, et on peut avoir justement l'impression de consommer des plantes, et on consommera finalement plus qu'un complément alimentaire à base d'excipients dont on n'a aucun recul. Voilà, ça me paraissait essentiel de l'intégrer au plus tôt dans l'accompagnement et le parcours du patient chronique. Merci, merci Delphine. Donc pour ceux qui auraient plus de questions, je pense qu'on peut aller voir sur le site avec probablement un contact pour vous avoir. Oui, absolument. Ok. Donc très bien. Donc je vous remercie encore pour cette présentation très agréable.